À l'Assemblée générale des Nations unies, la République démocratique du Congo a exposé ce qui se passe en RDC comme un génocide. Les Rwandais, accusés par Félix-Antoine Tshisekedi, parlent de Ouazalendo comme menace. Menace terrible qui risquerait de déstabiliser la région des Grands Lacs, alors qu'on sait que la République démocratique du Congo et les Rwandais se sont rencontrés à Washington. Et Olivier, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, est clair à ces sujets. Il n'y a pas de progrès par rapport à ce qui s'est dit à Washington. On parle de toutes ces situations alors que la plus grande importante institution de la RDC a perdu l'équilibre. L'Assemblée nationale, Vital Kamerhe est parti. Une remise reprise pour cette institution. Est-ce que nous allons sur une bonne voie à la fois de la résolution de la crise, à la fois de la compréhension de la crise qui nous affecte Congolais? Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission, la rétrospective de la semaine où nous recevons le journaliste de Kivu Morning Post, des cerveaux, des intelligences, pour parler des questions d'actualité. Bienvenue d'abord à Fiston Issémois, mais avec nous sur ce plateau. Fiston Issémois, mais bonjour et surtout bienvenue. Bonjour, merci Blaise. Bonjour également à ceux-là qui nous suivent. Il est temps à suivre cette émission, une sommité scientifique au sein de Kivu Morning Post TV. On est là pour vous. Très bien. Il est là dans sa fraîcheur. Jospin Hangui, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup. Nous sommes là pour les faits, rien que les faits. Merci. On va parler d'abord de l'Assemblée générale des Nations unies. C'était un moment pour la République démocratique du Congo de faire un point de la situation, à la fois au pays et sur l'évolution des processus de paix, parce que l'Est de la République démocratique du Congo connaît une crise assez terrible. Félix-Antoine Tshisekedi parle de génocide. D'abord, il s'agit d'un rendez-vous ordinaire annuel, la session de l'Assemblée générale des Nations unies, où chaque pays s'évent. Expose aussi ses difficultés comme des pays du tiers-monde, la RDC notamment, un pays en voie de développement qui connaît beaucoup de difficultés sur le plan sécuritaire, socio-économique également. C'était une vitrine pour les autorités congolaises de faire entendre leur voix. Et à ce sujet, à cette occasion, Félix Tshisekedi a demandé à l'ONU de reconnaître les génocides qui se passent en République démocratique du Congo. Il a parlé du génocide du peuple congolais dans un cycle qui dure maintenant 30 ans, un concept qui a prêté à confusion parce que on ne peut pas parler d'un génocide de tout le peuple congolais. Nous sommes plus de 450 groupes ethniques en RDC, donc parler d'un génocide généralement, ça prête à confusion, alors que Olivier Nduhungirehe, le représentant du Rwanda, est venu parler d'une situation dramatique en RDC qui cible les Tutsis congolais et les Banyamulenge qui font partie aussi de cette ethnie Tutsi. Et d'ailleurs, j'ai vu le membre de cette communauté parler d'une extermination. Il est revenu sur presque ce que disent chaque jour les autorités de l'F-123, elle qui parle d'une épuration ethnique qui se passe dans le haut plateau de Fizi, de Minembwe. Et donc, vous sentez qu'il y a quand même une complexité terrible à la question, une compréhension un peu paradoxale de la situation et les plaidoyers du président Congolais Félix Tshisekedi risquent de ne pas produire des fruits escomptés, des résultats escomptés parce qu'il y a déjà cette complexité, ces paradoxes sur la compréhension du concept génocide. Il y a maintenant le Rwanda qui vient parler d'une situation qui risque d'affecter la sous-région. Et puis Tshisekedi on va faire une précision, Jospin. Tshisekedi accuse le Rwanda d'être derrière ces génocides. C'est là où je voulais arriver. Nombreux se posent la question de savoir pourquoi le Rwanda se permet, selon les culots, de venir parler de la situation en RDC. Il faut répondre peut-être à cette lanterne qu'il s'agit d'une question qui touche la sous-région par la présence de FDLR sur le sol congolais depuis 1994, considéré comme une force ennemie au régime de Kigali. Donc, le régime de Kigali s'est mis sur la question de la RDC parce qu'il y a cette menace sur le territoire rwandais. Pourquoi les Congolais, aussi le gouvernement congolais, parlent du Rwanda pour un problème qui concernerait la RDC en tant que pays face à ses fils et filles du M23? Eh bien, c'est parce que aussi il y a ces soutiens présumés
du Rwanda au M23 sur des questions notamment concernant une communauté qui est à la fois en RDC et au Rwanda, les Tutsis. Quand il s'agit d'une menace qui touche cette communauté-là, les Rwandais, à un moment donné, lèvent aussi la voix pour dire attention, vous parlez chaque fois des massacres, mais il y a aussi ce qui se passe dans les hauts plateaux du Nil, mais vous n'en parlez pas. Olivier Ndungure est allé plus loin jusqu'à citer même ce qui s'était passé en Touro, un village proche de Kiloliroi. Quand les Wazalendo avançaient, il y a une vidéo qui avait circulé. Olivier a dit, mais Félix Tshisekedi dit, vous ne parlez pas d'un groupe ethnique ciblé, vous parlez du peuple congolais, alors que nous avons des preuves selon lesquelles il y avait des ciblages par des Wazalendo ou des FDLR, des forces soutenues par les FARDC. Voilà là où cette épineuse question des Wazalendo, qui sont nos frères bien sûr, nous amène au niveau international. Ça risque de ne pas jouer à l'avantage du président Félix Tshisekedi dans ses lobbying, parce que le Wazalendo aujourd'hui, c'est une partie prenante au conflit. Les récents rapports des experts des Nations Unies ou de Human Rights Watch ont épinglé le Wazalendo, les FARDC, le M23 comme des parties prenantes au massacre qui se passe dans l'est de la RDC. On n'a pas parlé de génocide parce que c'est difficile, je l'ai encore dit ici, de parler de génocide quand on ne sait pas identifier un groupe qui a été ciblé pour être exterminé. Alors que d'une part, on cite nommément un groupe ethnique, de l'autre part, on parle du peuple congolais qui est massacré. Je vais revenir sur maintenant d'autres questions concernant ce qu'Olivier a dit sur les accords de Washington. Mais voilà ma compréhension d'abord sur cette dualité de génocide, la compréhension du génocide par le M23 ou le Rwanda, de l'autre côté, et la compréhension du génocide par le gouvernement congolais ou le président lui-même qui parle d'un génocide silencieux depuis 30 ans du peuple congolais dans l'est du pays. Très bien. Fiston, c'est moi, mais la question du génocide, le massacre de l'est de la République démocratique du Congo, selon les mots de Kinshasa, le Rwanda a un autre regard des faits par rapport à ce qui se passe. Ah oui, tout d'abord, Blaise, je tenais quand même à saluer tous les travaux, en fait, tous les propos, toutes les autorités qui sont présentées à cette session qui se passe à New York à l'ONU. Et donc, ces travaux, cette Assemblée générale de l'ONU va constituer, bien sûr, quelque part, un signe d'avancement de ce processus de paix, surtout que vous avez vu tous ces propos de toutes ces autorités congolaises et surtout rwandaises également vont permettre à ce que l'allure prenne, plutôt que ces dossiers prennent une autre allure. Alors, je veux quand même revenir là-dessus. Quand bien même le président Tshisekedi, sur la tribune de l'ONU, il n'est pas passé par le dos de la cuillère, en tout cas pour dire encore une fois de plus que le Rwanda est bien sûr derrière la C-23. Est-ce que les autorités de Kinshasa comprennent ce qui se passe exactement? Bon, je suis en train d'y arriver, cher Blaise. Pourquoi? Parce que quand le président Félix Tshisekedi met un accent particulier sur la résolution 2773 des Nations Unies qui parle de retrait immédiat des troupes rwandaises sur le sol congolais. Donc ça, c'est déjà une démarche qu'il est en train de faire pour dire non à cette agression rwandaise. C'est quelque chose à saluer. Je vais tabler sur la question de génocide. Seulement, il se pose un problème. Quand on parle de génocide, il faut qu'il y ait normalement et naturellement pas un peuple congolais, mais une tribu, ça va, une minorité de tribus, même religieuse. Même religieuse, si vous voulez, qui est ciblée. Ce qui n'a pas été le cas malheureusement. C'est vrai que le président Félix Tshisekedi veut qu'au niveau international, que l'on reconnaisse le génocide. Mais les génocides, à quel niveau? Il n'a pas été précis malheureusement dans ses propos, contrairement à Olivier Ndongere, le ministre des Affaires étrangères rwandais, qui est revenu également en disant, voilà, il est revenu d'ailleurs, comme l'a dit Jospin, sur les différents rapports de Amnesty International, etc., qui sont en train de dire que le Wazalendo
même si Olivier Ndongere a démontré son inquiétude face au VDP, le volontaire de la défense pour la patrie, qui sont en train de commettre le crime de guerre, malheureusement, selon ce qu'il a dit, et il n'est pas le seul. Il y a également, comme je l'ai dit tantôt, là, les ONG qui ont parlé dans des communiqués, etc., qui ont accusé malheureusement le M23, plutôt le M23 également était concerné. Ils ont accusé les FARDC, ils ont accusé également le Wazalendo, le VDP, de commettre des crimes de guerre en cette période de conflit entre la RDC et la République démocratique du Congo. Mais quand même, Blaise, permettez à ce que je revienne sur ce que regorge bien sûr cet accord de paix dont parlait Tshisekedi. Ça va? Cela a fait réagir également le ministre rwandais. On va y revenir, mais Jospin, est-ce qu'on ne va pas revenir sur ce que dit là en 23, parce qu'aussi une lettre a été envoyée au secrétaire de l'ONU, Antonio Guterres, où le 23 dit tout ce que Kinshasa avait, c'est désorienter la communauté internationale. Tout ce que Kinshasa avait, c'est de vouloir ne pas dire la vérité par rapport aux vrais problèmes sur ce qui se passe à l'Est. Est-ce qu'on ne va pas revenir sur... La lettre de Corneille Nangaa à Antonio Guterres relève d'une politique pure, politique politicienne. C'est une stratégie politico-diplomatique qui vise à contre-attaquer son adversaire. C'est normal. Il faudrait aussi que son point de vue passe, parce que l'AF-23 ne devait pas laisser le gouvernement dire tout ce qu'il a à dire, alors que c'est l'AF-23 qui est accusé et elle n'a pas la parole à l'Assemblée générale de l'ONU. Donc c'est une façon aussi de dire, on sera accusé de beaucoup de mots, de beaucoup de choses, mais nous n'aurons pas l'occasion officielle de nous défendre. Voilà, ben, nous avons aussi nos arguments, notre part de vérité, notre contre-vérité. C'est maintenant l'occasion, dans cette stratégie politique, très bien, de venir aussi donner notre... Mais je ne dirais pas que ce qu'il a dit est vrai, ce qu'il a dit est faux. Les faits sont là, je venais de revenir sur cela. Il se passe des massacres dans la RDC et des parties prenantes ont été épinglées par les rapports des Nations Unies et des ONG que nous avons cités ici. Donc, chacun a sa part des responsabilités, que ce soit la FC23, les Wazalendo et les FARDC. Les Rwandais et la République démocratique. Moi, je ne parle pas du Rwanda parce que, officiellement, les partis en conflit, nous savons qu'on parle de soutien, mais il y a des vrais acteurs qui sont sur les M23. Les acteurs, c'est l'M23. Les gouvernements congolais. Le soutien dont on parle, ça ne fait pas en tout cas partie des faits sur le terrain dont nous pouvons parler. Ce que vous dites là entre avec, ça cadre avec ce que Corneille Nangaa a adressé au secrétaire des Nations Unies. Qui dit, si on connaît les victimes, si on connaît les responsables, on peut les arrêter. Et... C'est ça le problème. Nangaa voulait justement démontrer que voilà, on parle de génocide, mais il a qualifié ça de mascarade dans le processus de paix. Tout ce qui a été évoqué malheureusement au niveau des Nations Unies, comme une partie n'est pas aussi représentée, cela crée des couacs. On ne sait pas tabler sur toutes les questions avec beaucoup plus de précision, comme toutes les parties n'étaient pas. Bon, justement, je comprends, ce n'était pas le cadre approprié pour tabler sur toutes ces questions, mais chacune des parties était en train de donner son point de vue par rapport à la situation de son pays ou par rapport à la situation de la sous-région. Il y a un autre fait, pour clôturer peut-être ce chapitre, parmi les causes profonde de ces conflits, selon l'F-123, il y a aussi cette discrimination, cette marginalisation de la communauté Tutsi. Donc c'est paradoxal pour l'F-123 de revendiquer les droits de la communauté Tutsi congolaise ou à Banyamulenge à l'appartenance à ces pays et de massacrer encore ces mêmes Tutsi. C'est pourquoi l'F-123 s'est dit, mais les Tutsi qui sont massacrés dans ces deux pays sont massacrés par qui? Ils sont ciblés par qui? Il y a des bombardements à Minembwe, à Nturo, à Mikenge, mais qui commettent ces actes de violence contre ces populations Tutsi? Et la réponse, selon la FC23, ce sont des forces congolaises coalisées, y compris les forces burundaises et les Wazalendo. C'est pourquoi la FC23 s'est dit... Nanga est convaincu que les responsables sont connus, ils doivent être arrêtés. Pour Nanga, il s'est posé l'action de se dire, la FC23 sera accusée de commettre des massacres contre les Tutsis. Alors que l'F-123 protège aussi les droits de ces mêmes Tutsis. Donc, dans l'implicite, l'F-123 voudrait dire que ce sont les FARDC qui sont responsables des massacres contre les Tutsis. Dans le lobbying du gouvernement congolais, il faudrait que Tshisekedi cite nommément les Tutsis comme ce groupe qui est massacré, mais il a eu du mal à préciser, le dire parce que dans l'implicite,
ce sont ces forces qui commettraient ces mêmes massacres contre les Tutsis. Voilà cette politique. Non, Jospin, excusez-moi, Blaise. Nanga. Je pense que quand même, il serait, comme vous le dites, là, le président Tshisekedi, depuis longtemps, il a toujours dit que les Banyamulenge ainsi que les Tutsis sont des Congolais. D'accord? Ça, il a toujours bien dit. Et Mais s'ils sont massacrés, ces Congolais-là, il faut le dire. Il fallait normalement qu'il le précise, dise. parce que quand on parle ici de... Que les Tutsis Congolais sont massacrés. Voilà, sont ciblés. Quand on parle ici... Les Banyamulenge, la famille de Gassita. Mais par qui maintenant? Quand on parle de ce concept de génocide, ça vaut vraiment la peine. Il fallait que le président de la République précise exactement qu'il s'agit de telle tribu ou de telle population. Des Nande, etc. Ils devront préciser que de parler du peuple congolais. C'est très général. Alors, ça révèle la complexité de ce dossier. Je pose ma question pour commencer les nouveaux chapitres dans cette émission. La République démocratique du Congo et le Rwanda, ça ne marchait pas jusque-là. Après Washington, on pensait qu'après Washington, les deux parties ont épuré des questions surtout sensibles qui les divisaient. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Ça ne marchait pas juste après l'accord de Washington. Je serai clair, concis et court à ce sujet. L'accord de Washington a été conclu la semaine dernière entre la RDC du Rwanda et les États-Unis. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Donald Trump sont déjà mis d'accord sur les mesures de sécurité. Et le 1er octobre, on va lancer... qui seront mises en œuvre à partir de ce 1er octobre. C'est-à-dire que cet accord-là est déjà conclu, c'est déjà chose faite. Mais ce que vous devez savoir, peuple congolais, l'accord de Washington ne règle pas la question du M23. C'est un accord qui permet à Donald Trump de dire qu'il a mis fin à la guerre. Et d'avoir l'accès au minerai. Alors minerai. que les combats se poursuivent dans la région de Mwenga, notamment en Zibira, les combats se poursuivent à Walikale, où nous venons d'avoir une alerte de la société civile, selon laquelle la F-123 a mis en place des batteries anti-aériennes pour empêcher aux drones des FARDC, aux avions des FARDC de continuer à mener des frappes aériennes, comme cela a été le cas dans le village de Hembe et partout, le 19. C'est déjà fait dans les Walikale. C'est-à-dire quoi, peuple congolais de la diaspora, les combats se poursuivent dans l'est de la RDC. L'accord qui a été conclu, si Trump a dit que c'est fini. L'accord qui a été conclu à Washington permet seulement à Trump de dire qu'il a mis fin à la guerre, mais cet accord ne traite pas la question de l'F-123. Sinon, on n'assisterait pas à ces renforcements des troupes de l'F-123, les commandos, à ces formations de leadership, cette assise de l'administration de l'F-123, cette évolution de l'administration, tout ce qui se passe dans la RDC, on n'y assisterait pas. On ne verrait pas de Sokhoi en train de bombarder. C'est un accord qui concerne le Rwanda, la RDC sur le plan économique, tout, mais sur le plan pragmatique sur le terrain, cet accord-là ne traite pas la question du M23. C'est pourquoi on parle encore des Doha. Mais Doha aussi, là aussi, on en parlera un autre jour peut-être. Doha aussi n'est pas vraiment un cadre très particulier pour régler la question entre l'AF-123 et le gouvernement congolais. Un cadre qui serait, en tout cas, peut-être le meilleur, c'est ce dialogue-là entre Congolais. Parce qu'à Doha aussi, parfois on parle de Doha 1, Doha 2, ça patine, ça ne donne pas. C'est-à-dire que le peuple congolais n'a plus confiance en aucun de ces processus. Mais celui de Washington, c'est clair, il ne traite pas la question du M23, il permet seulement à Trump de dire qu'il a réglé la question. Trump a dit, parmi mes réalisations, j'ai réussi à mettre fin à la guerre entre la RDC et le Rwanda. Olivier l'a dit, ça ne marchait pas, ça n'avance pas pratiquement. Très bien. Blaise, le président américain, Donald Trump, il s'est vanté en tout cas, il s'est vanté du haut de la tribune des Nations Unies d'avoir mis fin à la guerre dans le monde. Ce n'est pas seulement mais selon lui. Le Rwanda et la RDC. J'y arrive. Alors, le fait de se vanter, peut-être qu'il pense que le monde entier n'est pas en train de suivre de près ce qui se passe au pays. Et nous n'allons pas laisser cette situation évoluer ainsi. Il est de notre devoir, en tant que professionnel de médias, de donner certains faits. Et tout le monde entier sait ce qui se passe dans ce pays. Dans le cadre de l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda. Mais écoutez, depuis le 27 juin 2025, l'F-123 s'était prononcé là-dessus pour dire que c'est vrai. On peut dire ce qu'on a envie de dire, mais sachez que ce n'est pas que
le Rwanda, il y a aussi les acteurs, nous sommes parmi les acteurs de ce conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Si on tient compte uniquement du Rwanda et on met à l'écart l'A123 qui est le principal acteur dans ces conflits, je ne pense pas qu'il y aura les choses. Alors, il y aura plutôt la paix ou avancement de ces processus de paix. Le président Donald Trump doit éviter de rouler le monde entier de la farine. Ce n'est pas une très bonne chose. Soyons humains. Les gens sont en train de mourir. Le pays perd beaucoup d'argent. Ou alors tous les belligérants, vous savez, la guerre est tellement coûteuse, n'est-ce pas? Il faut mobiliser beaucoup de finances, beaucoup de ressources en termes de sources humaines, etc. Vous avez des millions à être bougés à New York. Ce n'est pas intéressant quand on veut masquer les choses. La guerre est en cours en République démocratique du Congo. La guerre n'a jamais pris fin, en tout cas. Et elle est plus mauvaise. Et ce qui est très grave, pardon, Jospin, ce qui est grave, depuis toutes les démarches de paix signées par-ci, par-là, Doha, Washington, on a vu Nairobi, etc. Sur le terrain, c'est toujours tout autre chose. Sous la paperasse, c'est vrai, on peut conclure des accords Bien ça sûr. et là, mais sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Depuis que la guerre a commencé, depuis qu'il y a des démarches de pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, il n'y a jamais eu quelque chose comme avancée significative dans le cadre de la paix. Olivier Ndoungire, il a dit, il a été désolé de voir sur terrain, en tout cas il a été conscient, je suis content de ce qu'il a dit, il a reconnu quand même que la situation sur terrain est catastrophique et désastreuse parce qu'il y a des bombardements, il y a la guerre qui est toujours en cours entre les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par l'armée burundaise, le Wazalin, etc. Il y a aussi le M23 qui aujourd'hui selon Kinshasa est appuyé par le Rwanda, les RDF, la force rwandaise, etc. La situation ne s'est pas encore améliorée. La confusion qu'il y avait n'était pas encore terminée. Avant de parler de la confusion, il y a un élément aussi que le ministre rwandais a soulevé. C'est la présence de mercenaires dans cette guerre. Et la Convention de Genève de 1977 qui est revenue sur ça, qui avait demandé à ce qu'il n'y ait pas dans la gestion des conflits, qu'il n'y ait pas l'intervention de mercenaires. Il a soulevé cela parce que vous avez vu, même on a parlé hier à New York. La rencontre de Tshisekedi avec le président Tshisekedi, avec une rencontre avec en tout cas une secrète qui a fuité malheureusement. Mercenaires américains. Avec les mercenaires américains. On avait vu lors de l'entrée de l'A123 ici à Goma, le mercenaire qui avait été accompagné par Willy Ngoma, humilié malheureusement. À traversant la frontière. À traversant la frontière, c'est ce que le ministre rwandais a souligné. La présence de mercenaires selon la Convention de Genève de 1977 et 89, c'est complètement interdit. Pour dire d'une manière bref, grosso modo par là, Donald Trump ne devrait pas rouler la communauté internationale, le monde entier de la farine. Il n'a pas encore mis la fin à cette guerre. Il n'a pas encore mis la fin à cette guerre. Jospin. Donald Trump parle d'une guerre entre la RDC et le Rwanda. Est-ce que dans le fait, la RDC est en guerre contre le Rwanda? Mais à suivre l'ambassade de la RDC, ce n'est pas fonctionnel à Kigali? On n'est pas officiellement, la RDC n'est pas en guerre contre le Rwanda. Est-ce que vous savez qu'on a déjà fermé l'ambassade? Même si on fermait l'ambassade, mais la RDC n'a jamais déclaré la guerre. Thierry l'avait dit, il faut passer par les deux chambres du Parlement pour déclarer la guerre. Oui. Officiellement, mais vous ne traversez pas Gisenyi pour aller au Rwanda. Nous traversons. Tous. Nous traversons. Même quand même. D'ailleurs, le gouverneur nous a déjà autorisé à traverser. Il faut dire que la RDC officiellement n'est pas en guerre contre le Rwanda. L'accord qui a été conclu la semaine dernière, pour finir ce chapitre, Blaise, parle du CONOPS, le concept opérationnel, qui devrait concerner qui devait mettre en place une opération conjointe contre le FDLR. C'est-à-dire quoi? Pourquoi j'ai dit que l'accord de Washington ne traite pas l'action du M23? Cet accord traite la question de FDLR. Il y a deux volets majeurs. Le Rwanda doit retirer ses mesures de défense, c'est-à-dire certaines troupes qui seraient sur le sol congolais. On a parlé de 4000 dernièrement. Selon les Nations Unies. Oui. Pendant ce temps, les Rwanda et les FARDC doivent travailler ensemble, la RDC alors, pour le retrait ou alors la neutralisation des FDLR. Cela implique la mise en place de ces concepts opérationnels. C'est-à-dire quoi? Si cela arrivait à se faire, si les FDLR quittaient le sol congolais et retournaient chez eux au Rwanda, et si cette mesure défensive du Rwanda était retirée,
quel sera le sort de l'AF-123 qui continue à combattre contre les FARDC? Parce que cet accord ne dit nulle part qu'on va aussi demander au M23 de se retirer, d'aller où? Parce qu'on parle de la restauration de l'autorité de l'État. Bah, mais est-ce que les FDLR bloquent l'autorité de l'État, les sorties de l'autorité de l'État? Parce qu'on parle des FDLR dans cet accord-là, mais on ne parle pas du M23 dans l'accord. C'est-à-dire que tous ces commandos formés par la F-123, tous ces jeunes qui intègrent la F-123, ils vont rester. Et de l'autre côté, les FARDC vont rester avec leurs alendos et les combats vont se poursuivre. Et cet accord-là, sur la situation, ne va rien régler. C'est pourquoi on parle de Doha. Très bien. Donc on n'attend rien de Washington concernant les conflits entre la M23 et le gouvernement congolais. Alors, je vais vous permettre de vous limiter par là pour ces sujets internationaux et parler de la République démocratique du Congo, quand même une institution qui devrait nous aider à comprendre surtout les accords signés au niveau international et surtout ce qui se passe avec la M23, c'est pratiquement l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe qui commençait déjà à comprendre les dossiers, parti. Aujourd'hui, le premier vice-président a pris ses fonctions jusqu'aux élections. Jospin. Il comprend très bien cette situation. Il était à Sun City depuis 2001. Kamerhe est actif dans la politique congolaise, surtout dans les questions de la sous-région. Malheureusement, il a démissionné. La cérémonie des remises et reprises entre lui et Jean-Claude Tshilombayi, le premier vice-président, de l'UDPS, a eu lieu. C'est-à-dire que c'est le départ définitif de Kamerhe. Il est désormais ancien président de l'Assemblée nationale, président honoraire. Il va rester député. Nous estimons qu'il va continuer à jouer un rôle, peut-être auprès du président Félix Tshisekedi, dans son SIA, dans son entourage, peut-être pour la région des Grands Lacs. Sinon, les hommes passent, c'est-à-dire qu'il y aura un autre. Malheureusement, ça va nous prendre encore le temps, le bureau d'âge, un budget, élection, un budget. Pendant les contextes pareils au pays, nous sommes dans une session budgétaire essentiellement. Le budget devait se concentrer sur la défense nationale et sociale du Congolais. Malheureusement, on va observer. Mais dans la géopolitique, il faudrait que Kamerhe soit remplacé par un ressortissant du Grand Kivu. On ne sait pas qui ça sera. Peut-être Aimé Bodji. Ça va se savoir dans les prochaines heures. Ça va se savoir dans les prochains jours aussi. Mais quand même, Vital Kamerhe a joué un rôle très important dans le Parlement congolais, dans le traitement de ces questions. Il commençait à jouer aussi une diplomatie parlementaire. On les voyait à Abidjan et puis à Paris, par-ci par-là. Ouais. On espère qu'après lui, il y aura un autre homme fort. Qui sera à la hauteur. Très bien. Alors, ça n'a pas été ta préoccupation, fiston, voir ces changements à l'Assemblée nationale. Il y a d'autres questions, des priorités pour la RDC. Malheureusement, l'homme est parti. Vital Kamerhe a été poussé par la sortie. Par l'IDPS. Sincèrement, il a été bousculé en tout cas. Il a été poussé de démissionner de force en tout cas. Vous avez vu après toute cette série de pétitions qui étaient contre lui au niveau de l'Assemblée nationale, ça l'a poussé à la sortie, même s'il y a des gens, des critiques qui ont été lancées vis-à-vis du chef de l'État par rapport à ses propos qu'il a tenus à Washington. Vous êtes revenus là-dessus, nous sommes revenus là-dessus au cours de cette semaine. Le chef de l'État, normalement, lui qui est le chef de l'État, c'est lui qui a le pouvoir, l'exécution, le garant de toutes les institutions. Bon, quand il disait qu'il n'était pas vraiment au courant de ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale, comme si c'était une cuisine interne pure à l'Assemblée nationale, c'était des propos qui n'ont pas été vus de bon œil par la population congolaise ou par la classe politique congolaise, lui étant le garant ou le maître de bon fonctionnement, les garants de bon fonctionnement, merci, j'espère, des institutions. Il devrait être au courant de tout et il devrait tenir compte de ces partenariats qu'il a avec Vital Kamerhe, avec tous ces combats qu'ils ont menés ensemble. Les délaisser comme ça n'était pas un très bon signe, ce n'était pas très bien vu en tout cas. Mais bon, bonne chance à Vital Kamerhe, bonne chance également à ceux-là qui seront après lui pour diriger l'Assemblée nationale. J'ai vu le vice-président Isaac Tshilombayi qui est là, qui assume l'intérim. En tout cas, on espère qu'il sera à la hauteur de faire ce que Vital Kamerhe pouvait faire en tout cas. Très bien, on va finir cette émission. Merci à vous surtout de l'avoir suivi. Merci de continuer à aimer la République démocratique du Congo parce que si on aime ces pays, on fera des choses pour l'intérêt de la population. La guerre est mauvaise. Quand il y a guerre, il y a des morts et des civils
perdent la vie dans cette guerre. Il est temps d'en finir. Mais pour en finir, il faut qu'on pense par nos têtes. Portez-vous bien.